Quand vous parlez aux Ukrainiens, ils vous disent on n'est à l'abri nulle part sur le sol ukrainien. Mais on est moins mis face au danger à Kiev qu'ailleurs, parce que c'est Kiev qui a le meilleur bouclier anti-aérien de toute l'Ukraine. Mes cousins me disent, nous on reste à Kiev, même si on a des datchas, où on serait peut-être mieux, si jamais il y a des coupures d'électricité, on serait peut-être mieux dans nos datchas, on a d'autres manières de se chauffer. Mais en fait, ce serait prendre un risque que de quitter Kiev. Et le fait d'avoir ces avions qui peuvent toucher Kiev, c'est aussi une manière de dire aux Ukrainiens, attention, vous n'êtes en sécurité nulle part, on peut vous toucher partout. Donc de toute façon, Poutine, on le sait, est assez machiavélique, il est très content de ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et... Mais pardonnez-moi, mais la Russie tire déjà des missiles sur Kiev depuis la mer Noire. Oui, mais il y a un bouclier quand même anti-aérien qui fait que la plupart sont interceptés. Ce ne serait pas le cas aussi? Ce serait le cas aussi avec ces missiles tirés depuis les airs? Le Kinjal, c'était soi-disant... On ne pouvait pas l'intercepter, c'est faux. Il y a déjà eu un exemple d'interception en Russie par le système Patriot américain, mais ça reste quand même quelque chose qui est quand même relativement... C'est le haut de la technologie russe. Oui, ça serait quand même difficile. Ça a été fait, mais ça reste difficile. Mais c'est un potentiel risque. Voilà. Oui. Pour la dernière chose, pour la mer Noire aussi, contrairement à ce que disent les Russes, ils sont très inquiets de l'arrivée prochaine des F-16, des avions Gripen, et aussi des Mirage 2000D français. Parce que le Mirage 2000D, lui, va permettre de transporter les attaques MS. C'est un camion à attaque MS. Et les combats aériens futurs... Qui doivent arriver quand, pardonnez-moi, les Mirages? Les Mirages, les pilotes sont en formation actuellement en France, d'après ce qu'on... Il y a eu plusieurs rumeurs. C'est confirmé? Excuse-moi Cyril, c'est démenti. Alors ça, pour le coup, j'ai un peu creusé le sujet. Mais on rejoint notre sujet, c'est-à-dire que là, je pense qu'on est clairement dans la guerre psychologique. Parce que ce genre de fuite... n'est jamais anodin, surtout dans la presse spécialisée comme c'est sorti. Non, il y avait des formations pour le coup, mais c'était pas des formations de pilotes de Mirage. On sait aussi que les choses peuvent se faire en secret. C'est pas pour dire que vous êtes mal informée, Laura, moi je ne me permettrai pas. Mais on sait aussi que les attaques à MS sont arrivées alors que tout le monde disait... oui, il y a un jeu de chat à la souris, évidemment. Mais là, pour le coup, je suis à peu près certaine qu'on n'est pas dans cette temporalité. On va sûrement bientôt y être. Mais au moment où l'info est sortie, enfin, voilà. Parce que l'avantage du Mirage 2000D, c'est qu'il est vraiment fait justement pour ces missiles. Donc c'est. Oui, mais on n'en a pas assez, Cyril. Non, bien sûr. Mais ils ont été désaffectés pour l'armée de terre, enfin pour l'armée de l'air. Donc justement, on en a en stock. Et ils sont encore en capacité de vol. Et de toute façon, quand les F-16 vont arriver aussi, la majorité des combats aériens qu'il va y avoir entre la chasse ukrainienne et la chasse russe, s'il y en a, se fera au-dessus de la mer Noire. Ça ne se fera pas au-dessus des territoires, parce que de chaque côté, les boucliers anti-aériens les équipements anti-avions de chasse sont très développés. Donc il est possible qu'il y ait des combats aériens et que ça se passe au niveau de la mer Noire. En tout cas, les F-16, ce ne sera pas avant le printemps prochain. Au mieux, c'est ce qu'a déclaré Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères. En les avions de l'OTAN, dont les avions français, qui sont essentiellement basés dans les pays baltes, parce que leur première mission, c'est de protéger les pays baltes. Et s'il y a eu déjà des petits frottements avec des avions russes, frottements au sens figuré du terme, c'est justement pour accompagner, comme on dit, les avions russes dans l'espace aérien russe et les écarter surtout de toute menace et protéger les pays baltes de toute menace. Voilà, et tout ça se fait dans le cadre de l'OTAN. Allez, on retourne au sol, sur cette ligne de front où les soldats continuent de se battre. On parlait d'Avivka à l'instant. Le défi pour l'Ukraine, c'est de résister à l'usure physique et psychologique, bien sûr. Et ça, les Russes ont bien compris. Eux qui attaquent même ces lignes logistiques, celles qui permettent à ces soldats de garder un lien avec l'extérieur et de continuer, bien sûr, aussi notamment à s'alimenter. C'est aussi simple que ça, mais essentiel, bien entendu. Et ce sont ces lignes d'approvisionnement qu'ont suivi pour nous Charline Hurel, Charlotte Lefetté et Constantine Yaromenko. Vivre tapis sous les arbres, voici le quotidien de ces artilleurs depuis 1 an et demi. Dans les combats, les soldats doivent aussi lutter contre l'usure de cette guerre et subir la fracture avec l'arrière du front. Les personnes se détendent si elles peuvent, si elles en ont l'opportunité. Bien sûr, ça me fait mal au cœur tout ça. Ce n'est pas plaisant à voir. Concentration. L'unité se dirige vers la position de tir. Sorti de sa tanière, le lance-roquettes multiple est plus que jamais repérable. Ajusté à 600 degrés. Terminé, on bouge maintenant. Risque de riposte élevé. 100% sûr.
On ne sait pas s'il n'y avait pas quelque chose au-dessus de nos têtes. Des drones d'observation. La semaine dernière, l'unité d'artillerie voisine s'est pris une riposte. Ils sont tous morts. C'est aussi la chaîne logistique qui permet aux soldats de lutter contre l'usure et la rudesse des combats. Il y a toute une organisation qui est mise en place entre le front, les premières lignes et l'arrière du front. À quelques kilomètres des positions russes, Pas de courant. Léonique prépare le dîner sans électricité, coupé par des bombardements. Chaque unité a ses cuisiniers pour des repas faits maison, faciles à manger dans les tranchées. Mon travail est de nourrir nos warriors. Un bon soldat est un soldat bien nourri. Détail fondamental pour affronter le champ de bataille. Avec sa toque, Léonique contribue au moral des combattants dans cette zone visée par l'artillerie russe. La guerre nous a rapprochés avec mes collègues et mes camarades qui sont aussi sur la ligne de front. On s'écrit beaucoup, on s'appelle, on s'assure que tout va bien et on croise les doigts. Passage devant la ville de Donetsk, occupée, pour rejoindre la tête de la chaîne logistique à l'arrière du front. Ce hangar est abrité des regards, discrétion, car c'est ici que les unités se ravitaillent. On commande tout ça pour nos gars. C'est de la bonne qualité et c'est délicieux. Pour notre victoire. Au milieu des champs, recharge des camions-citernes. Ça prend 10 minutes. Pour permettre de réapprovisionner les véhicules blindés. Encore, braqué à droite. Transfert des munitions, prêtes à partir sur la ligne de front. L'opération est réalisée plusieurs fois par jour, changement de lieu à chaque fois. Ça va sur la première ligne pour nos gars, pour détruire l'ennemi. Le camion déchargé retourne au grand stock de munitions, un des lieux tenus les plus secrets. Seules 2 personnes dans l'unité connaissent son emplacement. Ouais. Du civil qui est déjà en mauvais état. Voilà pour ce reportage exceptionnel de nos équipes sur place, Charlie Nurel et Charlotte Lefetté. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les 4. Merci aussi Laura Maïga-Verriot qui vient de partir. Restez avec nous, hein. C'est Marie-Hélène Méli qui arrive dans un instant, le Club de l'Info. Son invité Antoine Arjakovski, historien, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, bien sûr pour évoquer tout